le dernier virage de cette émission à l'ombre du Grand Baobab. La rubrique c'est à l'écoute du candidat. Vous saurez, vous l'avez d'ailleurs entendu tout à l'heure, je l'ai annoncé, il va se présenter tout à l'heure juste après cette courte pause musicale. Que proposez-vous, monsieur le candidat? Quels sont vos rêves pour le Bénin? À l'écoute du candidat. À l'écoute du candidat. Ensemble pour aller à l'écoute du candidat du jour, Sénat Léa Glago. Bonjour. Bonjour à vous, Fortune Oudefa, heureuse année à nos auditeurs qui nous écoutent à l'ombre du Grand Baobab. Nous irons ensemble à l'écoute du candidat Bertin Corvi. Il est psychologue de la communication, économiste fondamentaliste. Il est le président de l'Alliance Iroko et il est à l'ombre du Grand Baobab. Docteur Corvi, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, vous êtes à l'ombre du Grand Baobab. Vous-même, vous êtes le responsable d'une alliance à laquelle vous donnez le nom d'un autre arbre quand même important de la flore, c'est bien ça, hein, de la flore béninoise. C'est vrai, je ne suis pas président de l'Alliance Iroko, je suis l'Iroko. Vous savez, Iroko, oui, parce que quand l'enfant naît dans la culture Kweda, il y a Bassani, c'est-à-dire on s'intéresse à son incarnat. Et c'est l'Iroko qui est mon incarnat. Donc je n'ai pas pris le nom Iroko parce que ça me plaît, je suis l'Iroko. Et vous êtes à l'ombre du Grand Baobab. Bon, alors nous allons faire du Baobab aujourd'hui l'Iroko. Juste pour la circonstance, Baobab Iroko, ce sont quand même de grands arbres. Sénat Léa Glago, il est psychologue de la communication, économiste fondamentaliste. Nous avons parlé longuement de l'économie. Nous allons ouvrir cet entretien par l'économie, justement. Vous m'aviez confié, quand on était en train de préparer cette émission, que le Bénin n'a pas une économie. Hélas, oui. Pourquoi vous dites cela? Alors, allons d'abord dans la sémantique des mots. C'est quoi une économie? Une économie est une science sociale, ou une main invisible si vous voulez, qui a pour rôle, pour fonction, de prendre les ressources d'une maison, d'un village, d'un quartier, d'une ville ou d'un pays, pour satisfaire les besoins de la maison, du quartier, de la ville, du pays. Il se trouve très souvent et trop souvent à mon goût, que les besoins soient plus nombreux que les ressources. Ainsi donc, se met en place la nécessité d'une activité qui puisse générer des ressources supplémentaires. Et c'est de ce point de vue que quand une activité n'est pas mue par la nécessité de satisfaire des besoins qui n'ont pas trouvé ressources, elle n'est pas économique. Dites-moi au Bénin, quelle est l'activité phare que le Bénin promeut? Le coton. Même le mouton ne vous mange pas du coton. Eh bien, nous n'avons pas d'économie parce que quand celui qui va vous l'acheter ne l'achète pas, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune utilité pour vous. C'est ce qui justifie que le coton ne vaut pas l'activité que ça demande. Si demain, et ce sera ainsi par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, nous commençons par faire du riz au Bénin. Si on commence par faire du maïs et du poulet, du poisson, de l'huile, ainsi on serait en économie parce que notre production serait justifiée par la nécessité de satisfaire nos besoins. Docteur Corvi, vous parlez du riz, vous parlez du maïs. Est-ce que les Béninois ne produisent pas ces produits alimentaires là? Et si oui ou sinon, vous allez vous justifier. Comment est-ce qu'on peut construire une économie de développement au Bénin? Très bien. J'ai parlé de maïs, j'ai ajouté du maïs parce qu'en fait, vous auriez pu me dire comment on aura des devises. Voilà pourquoi je suis allé dans le maïs. Sinon, nous produisons déjà du maïs. Mais on n'en produit pas assez pour pouvoir en gagner des devises. Pour exporter? Pour exporter, voilà. Pourquoi le Bénin ne produirait pas plutôt du maïs, mais qu'on ferait exporter vers les pays qui produisent des bœufs, enfin aux États-Unis, en France? Nous avons des terres et le maïs est plus facile à produire. Je voudrais revenir au riz qui va remplacer le coton. Le Bénin a un avantage comparatif par rapport à plusieurs pays. Nous avons 350 000 hectares de zones rizicoles. Eh bien, on en a même plus que le Nigeria. Une capacité de produire du riz, on en a plus que le Nigeria. Et le riz est 3 fois plus rentable que le coton. Je, président Corvi, je vais promouvoir la production du riz, en nourrir les Béninois et exporter le surplus au Nigeria.
Docteur Korovi, vous avez du mal à me convaincre. Vous démontrez là que nous ne produisons pas assez, que le coton c'est plus pour l'étranger que pour les Béninois. Et vous pensez que c'est suffisant pour dire qu'on n'a pas du tout d'économie? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas Vous faites de l'hyperbole? Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de système de production. Je dis qu'on n'a pas d'économie. Parce que c'est la psychologie qui meut l'activité qui doit être économique ou pas. Je vais vous un peu plus clair. Ben, je ne peux pas être plus clair. Je dis le Bénin ne fait pas du coton pour satisfaire un besoin béninois. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. SHB, sur des huileries de Boy, combien du Bénin, est resté des années fermée. Pourquoi? Par manque de graines de coton dans un pays qui produit du coton. Ceci démontre à volonté que le coton béninois n'est pas produit pour satisfaire un besoin béninois. Et quand votre production n'est pas mue par la nécessité de satisfaire vos propres besoins, eh bien, elle n'est pas économique. Je vais vous donner un autre exemple. Prenez la Corée du Nord, madame, soyez patiente. La Corée du Nord, qui croule sous le poids des armes et qui meurt de faim. Prenez l'URSS. Dans les années 89, 90, cela s'est écroulé. Pourquoi? Parce que on s'amusait à produire que des armes. Il faut que le Bénin commence par produire ce qui a de la valeur pour lui. Et j'en aurais terminé. Regardez combien de sacs de riz on importe de l'étranger. Regardez combien de poulets, de kilogrammes, de tonnes de poulets qu'on importe de l'étranger. Ce poulet, si on ne peut pas faire d'ordinateur, on ne peut pas faire de voiture, ne pouvons-nous pas élever du poulet au Bénin? Nous ne pouvons pas produire du riz ici, nous ne pouvons pas faire de l'huile ici. Regardez les bidons jaunes qui pullulent partout. Qui se souvient encore de l'huile d'Agoni, de l'huile d'Adja, de l'huile de Dassa, de l'huile de Savet, de l'huile de Dame? Docteur Corvi, on vous aura compris en termes plus clairs, il faut que chaque Béninois qui veut se gérer dans le système économique puisse produire pour nourrir d'abord les Béninois et puisse véritablement exporter après. Vous avez votre époux a de la chance de vous avoir comme épouse. Et donc, docteur Corvi, pas de flatterie. Alors, je répondais à ta question. Et donc, docteur Corvi, pour aller à ma question, vous parlez d'un marché comme le Nigeria. On nous a toujours dit que le Nigeria est un marché qui peut être rentable. Vous parlez de 300 millions de clients à satisfaire dans votre projet de société et d'un partenariat public-privé. Quand vous serez président de la République, comment est-ce que ce partenariat pourra être efficace pour que l'économie puisse se développer? Alors, 300 millions, je voudrais d'abord nuancer. Au fait, j'ai dit, le Bénin peut devenir exportateur d'électricité. Parce qu'en fait, nous avons l'interconnexion. Et la CEDEAO est interconnectée. Ça fait 300 millions de population. Alors, produire l'électricité au Bénin, on a une chance ici. Nous avons une paix relative. J'espère qu'on va la garder, cette paix-là. Cette paix permet de convaincre tout investisseur qui veut gagner de l'argent. Ce n'est pas un philanthrope. Ce n'est pas le Père Noël qui fait des cadeaux. Il veut gagner de l'argent. S'il met des capacités de production d'électricité au Bénin, il va satisfaire les Béninois et exporter dans l'environnement CEDEAO. Maintenant, pour parler du Nigeria. Le Nigeria a 160 millions de population officiellement. Et quand on prend l'écart de 10%, on se retrouve avec 160 plus 16 millions. Donc 176 millions au plus. Le Bénin n'a pas 176 millions de consommateurs au Nigeria, non. Quand vous êtes à plus de 300 km de la frontière du Bénin à l'intérieur du Nigeria, vous avez le transport qui devient prohibitif. Ainsi donc, le Bénin au Nigeria a environ 45 millions de consommateurs. Tout au moins. Tout au moins. Vous avez Kébi au nord, au niveau de Malanville, jusqu'à Kandi. Vous avez Naïja au niveau de Segbana. Vous avez Kwara au niveau de Niki jusqu'à Tchaourou. Vous avez Oyo, vous avez Ogun et vous avez Lagos. Donc le Bénin a au fait au plus 45 millions de consommateurs. Et c'est énorme pour une population de 10 millions d'âmes où on a en fait au plus 5 millions, 4 à 5 millions d'actifs. Parce que nos enfants ne travaillent pas. Donc quand un candidat viendra vous dire qu'on a 200 millions, dites-lui qu'il se trompe. Oui, mais M. Corvi, comment est-ce que vous allez nous faire profiter du marché? Très bien. J'ai l'avantage, mon bon Yoruba. Je parle Yoruba. Naba ton nom. Je parle Bariba. Attendez, c'est important, vous ne vous rendez pas compte, j'en viens. En fait, c'est la langue d'abord qui enlève la barrière. J'ai des amis au Nigeria. Si on va chez Babangida à Mina, je parle directement dans sa langue. Quand on va à Boulsa, je parle directement en Bariba. Vous allez miser sur vos amitiés. Mais pas seulement les amitiés, ma connaissance du terrain. Je suis l'un des rares candidats. Bon, je vais prendre cette histoire de coprospérité, Forum économique Bénin-Nigeria. C'est une histoire. Non, c'est une histoire, parce que je suis l'initiateur de cela.
Et pourquoi c'est une histoire? Ben, c'est une histoire tout simplement parce que le coucou a occupé le nid du phénix. Moi qui ai initié ce projet, ceux qui s'en souviennent s'en souviennent. J'ai été à la communication du président Adrien Ngwedi. C'est moi qui lui ai dit, nous n'allons jamais nous développer sans nous saisir réellement du Nigeria. Vous avez raison madame, le Nigeria ne doit pas être un slogan. J'ai souvent entendu mon papa parler du Nigeria. Tout le monde parle du Nigeria comme un serpent de mer. Mais quel est le mode opératoire? Il faut connaître le Nigeria, il faut savoir comment s'y prendre. Et je le connais. Vous connaissez le Nigeria? Absolument. Alors pour aller au Nigeria, c'est aussi simple que cela. Il faut produire au Bénin et cesser d'être une zone de réexportation de ce que de ton produit. Rassurez-vous, remarquez ceci. La quantité de riz qui vient au Bénin, pour que cela soit destiné au marché béninois, il faudrait que chaque Béninois, le matin, prenne un sac de 50 kg de riz, à midi 50 kg, le soir 50 kg. Vous ne vous rendez pas compte, il y a trop de riz qui arrive ici qui n'est pas destiné à notre marché. D'autres nous volent notre position économique. Le Bénin est le don du Nigeria, c'est-à-dire notre position géographique par rapport au Nigeria est notre richesse. Et il faut que nous produisions ici. Il faut qu'on interdise l'importation afin que ceux qui profitent de notre position géographique viennent s'installer et produisent. J'en aurais terminé. Le président Yahi Boni a tout le temps parlé de la vallée de Lomé. La vallée de Lomé. Est-ce que quelqu'un est venu? Personne. Pourquoi voulez-vous que d'autres viennent produire dans la vallée de Lomé ce qu'ils peuvent déjà exporter de leur propre pays? Dr Corvi, madame, vous nous faites miroiter mots et merveilles. Voyez-moi ça. Ce que moi j'aimerais savoir véritablement. Vous avez une politique, une réforme pour pouvoir nous amener à un développement économique. Absolument. Maintenant, en quoi consistera ce développement économique? Vous avez dit qu'il faut produire. Qu'est-ce que vous ferez véritablement pour encourager ces Béninois? Parce qu'il y en a qui produisent, mais qui ne sont pas encouragés, qui croulent sous le poids des impôts et autres. Qu'est-ce que vous ferez pour ces personnes-là, pour que d'autres soient plus motivés à véritablement investir dans l'agriculture, par exemple? Très bien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ceci. La première des choses, c'est de se donner la capacité intérieure de production. Et de ce point de vue, c'est de mécaniser l'agriculture. Attention, ce n'est pas le projet mécanisation de l'agriculture où quelqu'un peut prendre l'argent, ce n'est pas cela. Il faut, et j'en ai parlé avec le FAGAT, le Fonds africain de garantie de coopération économique qui est ici. J'ai convaincu le président Obiangema Bazogo à installer une banque ici, que nous voulons une banque de développement. Nous allons ajouter aussi les autres banques. Eh bien, l'agriculteur aura l'attitude d'aller faire des prêts pour acheter des tracteurs, pour mécaniser son agriculture. Et qu'est-ce que l'État ferait? L'État donnerait de garanties souveraines pour que si l'agriculteur, par extraordinaire, n'arrivait pas à payer, la banque puisse être remboursée par l'État. Est-ce que vous imaginez combien de tracteurs nos paysans auront? Je ne vais pas faire un programme où l'État sort l'argent pour acheter des tracteurs. Non, c'est farfelu, ce n'est pas économique ça. Et il faut mettre les structures qui permettent à toute personne qui prend une décision d'agir, d'avoir accès au financement. Ça, c'est un. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut interdire la concurrence importée. Mais je veux prendre le jus d'ananas. Nous avons les meilleurs jus produits ici. Qui en consomme? Personne. Parce que ça nous paraît cher. Ce n'est pas cher. C'est du jus d'ananas à base d'ananas. Les jus de fruits, qu'on vous ramène d'ailleurs, estampillés ananas, c'est fait sans ananas. C'est de l'essence. Conséquence, ceux qui produisent à l'intérieur n'ont pas un marché. Nous n'avons pas le choix que d'interdire la concurrence importée pour ce que nos parents peuvent produire ici. J'en aurais terminé. Combien de femmes ne sont pas malheureuses aujourd'hui, celles qui faisaient de l'huile? Tout le monde veut vegetable oil. Vegetable oil. Qui achète encore l'huile d'arachide? Heureusement vous. Très peu en achètent encore. Donc il faut interdire cela. Comment le Bénin peut manger de l'huile venant de la Malaisie? Voilà le vrai problème qu'il faut poser. Même si ce n'est pas Covid, président, je peux mourir demain. Mais non, vous ne pourquoi je ne mourrai pas. J'ai dit de vivre 120 ans. Et il faut malheureusement faire ça. Il n'y en a pas deux. Le président Yahi Boni 10 ans durant. Avec de la volonté. Non, laissez-moi finir. Oui, vous avez dit que c'était le dernier point. On va avancer quand même. Non, laissez-moi de finir. Dans le Covid, on va avancer. On a le temps d'aborder d'autres aspects. On sent également que vous avez un sens très poussé de l'incantation. Alors, Bertin, Corvi, vous avez démontré, on a compris lorsque vous dites que le Bénin n'a pas encore une économie, vous voulez démontrer qu'on n'a pas une base solide, capable de nous faire décoller économiquement. Nous sommes à quelle étape en termes clairs? En fait, nous sommes à l'étape moins 55. C'est-à-dire? Très bien. C'est-à-dire le jour où nous avons l'indépendance, au lieu qu'on avance, on s'est mis à reculer. Nous sommes, c'est-à-dire si on prend l'échelle, nous ne sommes pas à 1, à 2, nous sommes à moins 55. Comment vous avez fait le calcul? Très bien. Quand, avant les indépendances, le Bénin produisait du coton
C'était une activité économique. Par contre, dans une zone contrôlée par la France, et produire du coton avait de l'importance pour qui? Pour toute la zone. Aujourd'hui, pourquoi produisons-nous du coton? Regarde ce que j'ai porté, ça vient d'ailleurs, ce que vous portez vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas utile pour nous. Mangeons d'abord. On n'est pas encore des modèles. Bon, on n'est pas encore des modèles et on n'a pas de structure qui nous permet de projeter combien d'emplois on peut créer. La différence entre vous et moi je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Vous aurez dû déjà commencer à donner l'exemple. Mais écoutez, ce tissu, au fait, est tissé à base de coton. Voilà. Et je viens vous piéger, vous êtes tombé dedans. C'est du coton fait au nord, c'est tissé par les peuls. Je ne ressens pas à quelqu'un qui est tombé dans un piège. De toutes les façons, on est à l'ombre du grand baobab. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous confirmez devant des milliers d'auditeurs qui nous suivent en ce moment? Absolument. Vous irez jusqu'au bout? Mais voyez-moi ça. Ça fait 20 ans que je suis candidat. Je vais vous faire la genèse de ma candidature. 20 ans que vous êtes candidat? Oui. En quelques minutes. Oui, en quelques secondes même. C'est-à-dire le 14 janvier 1994. Et j'invite mes amis de l'INE à cette époque de témoigner. Je vois le président Soglo qui apparaît à la télévision un 14 janvier 1994 annonçant la dévaluation. Bon, il y a quelque chose qui m'avait choqué dans son attitude, je l'avoue, mais aujourd'hui je lui donne raison. Parce que l'histoire m'a permis de comprendre qu'une monnaie forte n'est pas toujours utile, il vaut mieux une monnaie faible. Mais c'est ce qui m'a choqué, je me suis dit, c'est parce qu'il ne comprend pas la souffrance. Vous démontrez là ce qui fait que vous êtes devenu candidat. Oui, oui. C'est le président, c'est pas une histoire de monnaie. C'est pas de la dévaluation du franc CFA que le président Soglo annonçait à la télévision avec une désinvolture, ce que j'appelais une désinvolture à l'époque. Mais ayant fait l'économie fondamentale, je lui donne raison aujourd'hui. Donc c'est né. Et 2 ans après, ma foi, j'ai quitté l'INE, je suis allé faire l'économie fondamentale, et à court, à distance au Ghana, ainsi de suite, ça c'est une autre histoire. 2 ans après, je me retrouve, comme par hasard, chez le président Sassou Nguesso, initiateur de projet. Le projet Manioc, si le Cornec Michel peut parler, il dira que c'est moi qui ai initié le projet Manioc au Congo, qu'on a amené ici. Et dans mon projet, vous avez prononcé... Michel Le Cornec, le président Soglo, dénonçait qu'on a envoyé un supplétif de la France-Afrique, qui lui a fait perdre de pouvoir. Il s'appelait Michel Le Cornec, conseiller du président Sassou, conseiller du président Kérékou par la suite. Il a été le coordinateur de mes actions chez le président Sassou. Mais ce n'est pas important. C'est au Congo que nous avons initié le projet Manioc. Parce qu'en fait, il fallait que le président Sassou donne du travail à sa jeunesse. Nous parlions tantôt de l'économie. On parlait du franc CFA, c'est cela. Oui. Et on passe à l'agriculture. Mais les deux sont liés. Enfin, on voulait juste... vous avez décidé... Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Donc, ce projet a été initié au Congo qu'on a parachuté ici. Bref, je suis candidat depuis 1996 parce que je me suis donné 20 ans pour connaître mon pays. J'ai appris 9 langues au Bénin. Je parle Bariba, Dendi, Fon, Goum, Mena, Yoruba et j'en oublie. Je parle anglais, français, espagnol. Je suis initié au Vaudou. Si on va au temple de Vaudou, nombreux ne pourront pas être assis pendant que je suis là. C'est vrai, non. Donc, si on va à l'islam, ils ne pourront pas. Si on va à l'église, je connais la Bible par cœur. Vous ne pouvez pas diriger un pays donc que vous ne connaissez pas. Président laïque. Absolument, oui. On note que c'est un rêve d'enfance qui... Pas un rêve d'enfance, non, une décision de vie. Parce que j'ai mis 20 ans, je ne permettrai à personne de s'asseoir à ma place. Il faut sauver ce pays. Notre génération à 45 ans, on ne peut pas laisser les diabétiques, les tensionnaires dans le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est une question de génération. Et c'est notre génération. On va laisser la Cour constitutionnelle. On n'a pas dit non. La Cour va nous qualifier pour être candidat, mais le peuple va voter et la jeunesse est plus nombreuse. C'est elle qui décide, parce que c'est son destin qu'il s'agit. Docteur Corvi, candidat, donc vous irez jusqu'au bout, vous l'avez confirmé, on va certainement vous suivre de près. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre candidature est une candidature de trop? Alors je vais vous répondre. Anojuro mele ponito dagbe tuero. Agbede guamanje ifire. Jalono wenyweya. Tonandoro dagbe tu. Tout le monde veut parler bien de nous. 45% de Béninois ont le devoir de voter contre moi. 55% votent pour moi. Absolument. Je peux aller? Docteur Corvi, vous nous avez montré que vous êtes un homme ancré dans la culture, que vous êtes dans l'économie. Je vous ai entendu tout le temps parler d'économie fondamentale. De quoi est-il question? Exactement. Oh. Ah, tiens, oui, laissez-moi parler ma langue. En fait, l'économie fondamentale a pour repère qu'est-ce qui l'intéresse l'économie fondamentale. Ce n'est pas les croissances, ce n'est pas les agrégats. Ce n'est pas on a fait de routes, on a fait de grands immeubles. Quelle est l'incidence de l'activité économique sur la population?
On peut construire des routes et que personne n'ait pu acheter de nouvelles voitures et que seulement le gouvernement soit seul à rouler dessus. On peut faire des bâtiments et que les gens ne puissent même pas aller louer ou bien rester dedans. C'est l'incidence de l'activité économique au profit de la population. Voilà ce qui intéresse l'économiste fondamentaliste. C'est de ce point de vue que nous, on ne calcule pas les agrégats. On ne fait pas les calculs de la même façon que les autres. On regarde le bonheur que l'activité crée. Regardez au Bénin où on nous parle de 5% de croissance. Et pourtant, 80% de nos diplômés sont sans emploi. Et ils ne peuvent même pas se marier parce qu'ils n'ont pas d'argent. La jeunesse est en chômage. Donc, depuis 10 ans, nous avons échoué parce qu'on n'a pas fait de l'économie fondamentale. Depuis 10 ans, depuis 55 ans. Depuis 10 ans, cela s'est encore empiré. Alors, après cette digression intéressante, quand même, ça vous a permis de nous expliquer davantage ce qu'on qualifie d'économie donc fondamentale. Dites-nous, on sait que vous êtes donc psychologue de la communication, économiste fondamentaliste. Vous êtes vous-même, vous l'avez dit, non président de l'Alliance Iroko, mais vous êtes vous-même l'Iroko. Ce n'est pas suffisant pour les citoyens qui nous suivent en ce moment. Ils veulent vous connaître davantage. Qui êtes-vous, docteur Bertin Kaovi? Alors, je suis un homme qui est né le 8 novembre 1970 au marché de Tokpa demain, pour Marseille Atlantique. Né dans un marché. Dans le marché. J'étais tellement pressé de sortir. Alors, le 8 novembre 1970, à Tokpa demain, je suis Kweda. J'ai une femme et naturellement 3 enfants, une fille et 2 garçons. J'ai été vendeur de Jumbo, Antimoine. Ça, c'est en 6e, ça, parce que mon père, assez pauvre, ne pouvait pas subvenir à certains moyens. J'ai été meunier, comme on dit, 1987. J'ai été boulanger, 88 à 89. J'ai été zémédian, parce qu'il fallait que je vive à Papa de Domaine. Quand la décision d'être président est née, tous mes amis se moquaient de moi, parce que je venais à l'école avec récampus, ou bien voilà. Il y avait une chaussure en plastique. J'étais le plus pauvre de l'île, ils se moquaient tous de moi. Ils se battent tous. Enfin, Dieu a eu pitié de moi par la suite. Parce que je suis, et à la fin, je suis un homme de foi. Ça, c'est moi, ça. J'ai eu la chance d'être conseiller de Sassou. Déjà à 26 ans, j'ai servi Yadema, père à son âme. On peut en dire ce qu'on veut, mais je sais ce que j'ai appris de lui. J'ai appris une seule chose de Yadema, par exemple, père. Il dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a d'autres dont je ne parlais pas ici, mais aujourd'hui, actuellement, je suis conseiller du président Obiangema Mbazogo en Guinée équatoriale. Il y a beaucoup de choses que nous avons permis au Bénin d'obtenir grâce à nos relations. Parce que c'est moi qui m'occupe de blanchir l'image du président Obiang. C'est vrai, tout n'est pas rose chez lui, mais l'essentiel est fait. Quand vous prenez, en dépit de tout ce qu'il y a comme erreur, parce qu'il y en a, c'est un être humain, ça c'est sûr, mais le plus important est fait. Donc voilà ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, toi d'autres, le prochain président a investi le 6 avril, si c'est un vivant qui remplace Yaïboni. Voilà. Le peuple en décidera. C'est la Glagou. Docteur Kaovi, je suis sûr que les auditeurs se demandent pourquoi quelqu'un qui a servi autant de présidents africains décriés d'une manière ou d'une autre se dit maintenant candidat à être président au Bénin. Très bien. Pour apporter quoi? Alors, je vous ai dit que c'est parce que je suis candidat que j'ai dit de fréquenter ceux-là pour apprendre le métier, pour me servir de leurs exemples, pour ne pas les reproduire. Vous avez choisi Yadema. Mais attendez, je n'ai pas choisi. Trouvez-moi mieux. Il y a même un ancien président du Nigeria. Mais trouvez-moi, Babangida, oui. Trouvez-moi mieux que ce qu'à l'époque, c'est ce qui existait, ça. Est-ce que vous savez que fréquenter même le diable vous permet de mieux apprécier Dieu? C'était des diables? Bonne manière de parler. Non, c'est mal de parler, je voudrais aller dans le sens de ceux qui disent il a fréquenté des dictateurs. Mais trouvez-moi un démocrate à cette époque-là, et même aujourd'hui, est-ce qu'au Bénin on a de démocratie? On n'en a pas! Ne nous mentons pas, ce n'est pas les principes, j'aime pas les slogans. Même le Bénin n'est pas en démocratie, nous sommes en plutocratie. Voici un régime où on réussit par l'argent. Le Bénin n'est pas en démocratie. Et vous comptez amener la démocratie? C'est ensemble puisque je n'ai pas d'argent à distribuer. Ceux qui me soutiennent, ils vous diront que je suis, on dirait, un autre loi. Parce que je ne veux pas acheter le pouvoir. J'ai décidé, chaque fois que je vais en campagne, quand je vais dans un village, j'habille les locaux, et quand je prends des décisions, je fais des promesses aux populations, je les accompagne au cimetière en plein jour pour prendre engagement avec leurs morts. On peut mentir aux vivants, on ne ment pas aux morts. C'est un rituel. Il y a de l'eau qu'on verse par terre. Je suis un initié. Je dis aux morts, si je mens,
Tuez-moi. Si je dis vrai, soutenez-moi. Des institutions de la République. Mais il n'y en a pas en de la gestion de la cité. Quelle est la cité? Ce pays où on vole allègrement, on n'a rien. Pensez-vous que pour la lutte contre la corruption, il faut s'inspirer des régimes vaudous? Mais j'ai vu quelqu'un qui en parlait ici, j'en parle depuis 9 mois. En réalité, moi, Bertin Corvi, président, je vais faire en sorte que celui qui prête serment sur le Kwazangou, sur Tchampana, à Dassa, sur Legba, à l'Agbara, au fait, le très haut, parce que je n'ai plus confiance à nos institutions. Vous allez modifier la Constitution. Et vous allez mettre toutes ces divinités dedans. Non, ce n'est pas cela. On va mettre ces principes dedans. En fait, c'est quoi? Amener quelqu'un, justement, amener lui une Bible. Même en mentant, il m'a dit, je le jure, la Bible ne tue pas. Avec le Coran, il m'a dit, je le jure, ça peut tuer, mais c'est après. Amenez-le devant un fétiche. On nous voyez, s'il m'a devant moi, moi là, c'est moi qui fais la cérémonie. J'ai bien vu les gens du Vaudou. Pour dire, investi, je veux que vous fassiez la cérémonie de Khedioso. Celui qui veut l'argent public. Une première fois, on lui dit, Nyaeze Akwedio. 3 fois, 4e fois Soviet. Imaginez que le tonnerre ait la bonté de nous éliminer au moins 4 corrompus. Avec la main en l'air, combien n'auront pas peur? C'est vrai que c'est la première fois que nous invitons quand même un Roumain, justement candidat dans cette émission à l'honneur du Grand Baobab. On va profiter pour parler du développement du Bénin à partir des facteurs exogènes, des facteurs de chez nous. Qu'est-ce que vous proposez? Endogènes, pardon, des facteurs endogènes et non exogènes. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? Parce que nous parlons, et ça fait débat tout le temps, du développement de notre pays, mais qui ne part pas de nos réalités traditionnelles, de nos réalités autochtones. Que proposez-vous dans ce sens? Est-ce que vous savez que je donne par an, je donne 2 mois de cours à l'université de Yekaterinbourg en Russie? Je leur apprends quoi? L'apport de l'ère Adjatado à l'humanité. Et qu'est-ce que l'ère Adjatado a apporté à l'humanité? C'est le culte vaudou. Mais ne confondez pas le vaudou à tuer un mouton, un coq, un cabri. C'est pas cela le vaudou. Le vaudou, c'est tout un ensemble. En réalité, la Bible est tirée du vaudou. Dans la Bible, on appelle Dieu Yahweh. Dans chez nous, on dit Yahweh. C'est la même racine. Nous avons la même racine. Au fait, prenez Lévitique, vous verrez que c'est le vaudou. Mais la différence, c'est que nos propres parents à nous, qui ont à un moment donné perdu les paradigmes, se sont attachés seulement à tuer mouton, tuer coq. Moi, je peux invoquer n'importe quel vaudou, ça tuer coq, c'est pas la fois que je l'invoque. Et il va répondre, il n'a pas le choix. Je ne peux pas l'appeler qui refuse de ne pas venir. Donc vous allez réhabiliter nos cultures endogènes. Absolument, mais seulement il faut faire la part entre la bonne graine de l'ivraie. On a beaucoup de Roumains aussi qui n'en savent rien. Ils ont hérité de ça, juste ils le font. Ah non, moi on ne me tue pas, hein, ils me connaissent. Tous les matins, quand un Béninois se lève, je vais vous donner mon exemple. Quand je me lève, le pied du sol, je dis, Loko Niwe Binamo. Ati pezo kwa loko nemeho. Bege abona mo jora botam bene gwenso. Akema ki amadeno ki akenyu enake. Zono chibo wesi bano chia zo churete. Ya iboni wa emi, ajabu wa emi, talon wa emi, le wa emi. Attendez, j'appelle tous les noms. Attendez. Nous avons des plus clair. Non, on a beaucoup d'émissions. Non, vous avez posé une question. Il faudra que j'aille dans la balle. Quand je finis, je vais dans le Nago, Iwata Oda, Iwata Osan, Bouani Watare, Atanimi. Je finis par Kuitono Tombono Bavapua. Yese Pango Pango Enaton, Kuitono. Pour dire quoi? Vous faites des incantations. C'est pas une incantation, c'est une affirmation. Mais c'est cela qu'on vous voit dans le développement personnel, j'en oublie. Allez dans le Bodou, baissez ça. Mais ce n'est pas la poudre noire qui marche, ce n'est pas la poudre blanche, ce n'est pas le P qui marche. C'est la structuration de la parole. Docteur Corvi, pendant qu'on y est, docteur, alors, nous allons, vous croyez, je ne vais pas vous poser la question là-dessus, à la prédiction du phare pour le prochain président de la République. Le phare a un problème. Le plan du phare, c'est l'interprétation du consultant. S'il consulte mal, s'il interprète mal, il peut donner un mauvais résultat et demain on dira que le phare mentit. Espérons que ceux qui interprètent bien. Je vais vous dire une chose, je suis géomancien. Je fais le sable, comme on dit au nord, et je peux vous sortir votre destin. Je sais une chose, celui qui est élu en 2016 doit être un initié de très haut niveau. J'espère qu'il n'y a aucun qui soit de niveau plus élevé que moi. S'il y en a plus que moi, il va me battre. Mais s'il n'y en a pas, c'est moi. Et je sais qu'il n'y en a pas. Donc vous vous retrouvez pleinement dans cette consultation, c'est ça? Bon, enfin,
je me projette dedans, parce que le phare, ce n'est pas une vérité mathématique, c'est une projection. Il faut travailler à cela. Sénat Léa Glago, c'est le nouvel an, c'est également la période des vœux. Bien évidemment. D'autres candidats sont passés ici à l'ombre du Grand Baobab. On va prendre un peu une petite pause, on va les écouter, on va écouter ce qu'ils ont dit comme vœux au peuple béninois. Surtout que là, on sent de la sueur, là, on est à l'ombre du Grand Baobab, mais ça suit quand même. On va les écouter, on va écouter 3 parmi eux et nous revenons pour écouter vos vœux pour cette année 2016. Mes chers compatriotes, je suis Daniel Eda, président du parti Mouvement pour la Prospérité Solidaire, MPS, et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2016 dans notre pays. Je vous souhaite une bonne année 2016, une année de paix, de prospérité et d'une meilleure gouvernance de notre pays. Ensemble, mobilisons-nous pour construire le Bénin économiquement prospère et socialement stable dès le 6 avril 2016. Il fera beau. Dieu bénisse le Bénin. Bonne année à tous. Le colonel Akani, Louis, ancien officier supérieur des forces armées béninoises, actuellement à la retraite, et puis ancien directeur des renseignements militaires, et candidat à l'élection présidentielle. Je saisis l'opportunité pour adresser mes vœux à mes compatriotes, à mes frères et sœurs béninois, à l'occasion du nouvel an. Nous venons d'amorcer une nouvelle année, et j'ai le devoir quand même d'apporter ce que j'ai à cœur. Je leur souhaite la paix, la joie, la stabilité, surtout dans la sécurité, bien sûr. Ils en ont besoin. Que l'année nouvelle apporte la joie dans tous les foyers, dans toutes les familles et dans toutes les activités entreprises. Que cette année les donne une grande ouverture dans ce qu'ils ont à cœur. Je saisis l'occasion pour attirer l'attention sur l'élection qui est devant nous, que nous allons aussi amorcer dans 8 semaines et dont la campagne s'ouvre dans 6 semaines. Je les invite à être sereins et qu'on va toujours y arriver. Nous ne sommes pas à la première élection. Nous sommes déjà matures dans les élections au Bénin. Tout se passera bien. La sécurité c'est prise en compte. Les préoccupations des Béninois sont prises en compte également. Mais sachez aussi que toute réussite d'une nation passe par l'unité, l'unification des peuples, la main dans la main pour y arriver. Nous sommes dans un processus de développement. Je crois qu'on a besoin nécessairement de se tenir pour accompagner cette échéance qui se passera bien. Parce que chacun de nous a la paix, la sécurité pour rassurer nos peuples. Ce qui est important. On ne se retourne pas contre son peuple. Le peuple qui va vous élire ou qui vous a élu, on a le devoir de protéger ce peuple. Donc rassurez-vous et tout se passera bien. On m'appelle Zachary Syriac Goudali, président du mouvement du CIMI M6M. Je suis effectivement candidat à l'élection présidentielle de 2016. Eh bien, 2015 vient de tirer sa révérence. Je souhaite alors à tout le peuple béninois une bonne et heureuse année 2016 et que je souhaite surtout une année paisible puisque les élections sont là. Nous demandons à Dieu l'Éternel de veiller sur ce peuple afin que tout se passe dans des conditions les plus paisibles comme telles que nous l'aurions souhaité. Selon les vœux même du feu Monseigneur Isidore Tososa, plaise à Dieu qu'aucun béni sans ne nous écrabousse. Nous voudrons rester dans cet esprit et pour voir les choses se dérouler, bien se dérouler. Je profite de ce canal pour demander au peuple béninois de savoir faire son choix. Et réellement le choix de son cœur et non le choix de sa raison. Quelques vœux de candidats à l'élection présidentielle. Vous allez faire vos vœux tout à l'heure. Quelques interventions quand même d'auditeurs. Il est haut en couleur, le candidat invité ce jour. C'est plutôt un compliment. Et Madame Lucrèce Béanzin qui ajoute que vous avez vraiment de la connaissance, de la culture et qu'il faut vous laisser étaler tout cela. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour cela et le candidat est là justement pour nous dire ce qu'il compte faire justement dans le sens du développement de notre pays. Quels sont vos vœux adressés à vos citoyens en ce début justement du nouvel an? Je vous remercie déjà
Mais je ne ferai pas la litanie de heureuses années réciproques. On l'a tellement entendu que maintenant ça vous rend malade. Je voudrais juste souhaiter qu'ensemble avec les Béninois, nous puissions construire un Bénin où il fera bon vivre pour tous. Pas pour d'aucuns, mais pour chacun, pour tous, pour toute personne qui décide de faire une activité. Je voudrais souhaiter qu'à partir du 6 avril 2016, ma foi, le Bénin se donne la capacité de production intérieure. Déjà du poulet ici, ce qui peut produire plus de 100 000 emplois, et ce n'est pas farfelu. Si vous voulez une émission, je vais vous démontrer en quoi produire du poulet ici, nourrir les Béninois et vendre au Nigeria peut créer de l'emploi. Je voudrais souhaiter que nous produisions notre huile alimentaire ici, qu'on nourrisse les Béninois et qu'on vende le surplus au Nigeria. C'est de l'emploi. Je voudrais souhaiter enfin que les 80% de nos jeunes diplômés qui sont sans emploi puissent en trouver. Vous ne pouvez pas savoir l'humiliation, la douleur, la souffrance psychologique que de finir son diplôme et de ne pas avoir d'emploi. Je l'ai vécu dans ma chair et je sais ce qu'ils vivent. Et je leur dis, je ne leur promets pas d'emploi, mais je leur promets de construire une économie. Et c'est l'économie qui va produire l'emploi. Car le rôle du président, ce n'est pas de créer d'emploi. Ça, c'est farfelu de telles théories. Le président crée un système d'activité qui permet à l'agent économique intelligent de créer de l'emploi. Voilà ce que je souhaite à mon peuple. Docteur Corvi, avant de continuer de répondre à quelques questions d'actualité, nous allons faire place à Gracien Ouameno. Avec lui, nous allons écouter quelques sagesses citoyennes. Que dit la loi? Et au-delà, que dit le sage? Sagesse citoyenne. Gracien Ouameno, bonjour. Bonjour Fortune, bonjour Monsieur Akani, bonjour aux auditeurs de Radio Topa. Nous allons une fois encore conscientiser la population, et même les dirigeants, enfin ceux qui veulent vraiment conduire cette nation. En tout cas, nous sommes dans une dynamique d'éveil de nos consciences, d'éveil partagé. Je vais d'abord m'appuyer sur une chronique d'un aîné, Jérôme Carlos, ensuite sur les recommandations d'un aîné encore plus important, le docteur Basile Adjoumouni, avant de poser une question à votre invité. S'agissant de la chronique de Jérôme Carlos, c'est celle du 27 août 2015, intitulée « Savoir, avoir, pouvoir », dans laquelle il déclarait avec une exaspération manifeste ceci, je le cite, « Que le candidat incapable de proposer une architecture convaincante et pertinente d'une école béninoise rénovée renonce à son rêve présidentiel. Qu'il aille cultiver son jardin, qu'il aille au diable. » Fin de citation. C'est Jérôme Carlos qui parle, ce n'est pas moi. Maintenant, je m'appuie sur les recommandations du vieux sage que je m'amuse à appeler le jeune homme de 93 ans. Le docteur Basile Adjoumouni, pétri d'expertise pédagogique et managériale, estime que la vie en société exige qu'à tout moment, et comme des réflexes salutaires, tout individu démontre certaines valeurs, la vaillance, l'honnêteté et la responsabilité. Par ailleurs, il estime aussi que vivre en société exige un guide. Et là, je le cite, « Accéder à ce niveau de responsabilité impose à tout bon dirigeant, en plus des trois exigences citoyennes que je viens de citer, vaillance, honnêteté et responsabilité, d'être doté de vision pour proposer une perspective de développement, de culture pour être capable de négocier et de sagesse pour pouvoir apaiser et réconcilier. » Toujours selon le docteur Adjoumouni, les coqs chantent de travers le discernement en question, je le cite, « On a successivement martelé des slogans tels que changement, émergence et refondation. Ces slogans resteront lettres mortes tant que l'éducation, l'institution sociale fondamentale qui forge le discernement, n'aura pas été scientifiquement, objectivement, résolument et courageusement implantée pour s'enraciner au fil du temps. Voilà les références sur lesquelles je m'appuie. Pour poser ma question au candidat, je suis convaincu du fait qu'un pays se développe surtout par l'éducation à l'effort sainement orienté. Et donc ma question s'adresse à vous, Monsieur Akani, mais comme aux autres candidats. Je ne personnalise pas ma réflexion. Comment pensez-vous procéder scientifiquement, objectivement, résolument, courageusement et de façon opérationnelle pour réparer notre machine à former les jeunes générations à travers deux institutions, la famille et l'école? Un proverbe de chez nous dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Gracien Ouameno, c'était au cours de l'émission du 20 décembre 2015. L'invité, c'était le colonel Louis Akani, candidat à l'élection présidentielle. Vous avez dû le comprendre. Et cette question posée au colonel Akani vous est également destinée. Vous allez réagir là-dessus tout à l'heure. Mais avant, on prend une bouffée de bonne humeur avec à la perche Chromosome.
Faut pas pleurer, hein. On veut rire un peu. Caïman. Caïman, ouais, là, papa. Ah, Caïman. Maman Brésil. Crocodile, espèce de Lacoste. Prends quand j'ai ma boye. On veut rire un peu. Un peu d'humour. Bonjour Fortune. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Nous voici pour la première fois réunis à l'ombre du Grand Baobab en cette nouvelle année 2016. Et comme vous en avez eu déjà la preuve, toute l'année de fin 2015 à l'ombre du Grand Baobab, les choses sont restées géniales. Et moi, votre serviteur fidèle, toujours là, déterminé plus que jamais et maintenant un peu plus mieux placé sur le Baobab, c'est-à-dire sur le fait de cet arbre pour cette fois-ci une vision satellitaire. Je suis super content car désormais, plus rien ne m'échappera. Je peux tout voir chez vous, même ce que vous cachez dans votre arrière-cour. Je ne vais pas nommer vos maîtresses. Eh bien, puisque vous en avez toujours eu, la fidélité étant votre fort, il est de coutume de formuler les vœux en chaque début d'année et vous en avez déjà donné et reçu certainement. Je suis sûr que vous espérez de tout votre cœur que j'en formule aussi à votre endroit. Eh bien, je ne vais pas dérober à la tradition. J'en ai moi des vœux, de vrais vœux, et ceux dont vous avez besoin véritablement pour aller de l'avant. Alors, vous qui êtes restés vivants et vous êtes contents, hein, ou bien vous pensez que les choses seraient meilleures cette nouvelle année, que la vie va être plus facile. C'est faux. Vous êtes trompés. La vie sera 10 fois plus difficile, plus dure. Vous allez regretter d'être resté en vie. Ceux qui vous ont souhaité santé de fer ou longévité vous ont menti, il n'en serait rien de tel. Tant qu'il aura des engins, made in China, des soulards, des maris cocufiés, des femmes battues, des enfants maltraités, des gouvernants voleurs dans les circulations, autant procéder comme ils savent le faire au pays à l'inauguration de nouvelles maisons de pompes funèbres car les tiroirs seront remplis. Ceux qui vous ont souhaité la prospérité, le bonheur, la richesse ont menti aussi. Tant que vous n'allez pas changer de comportement, cessez d'être des retardataires, d'être des partisans de moindre effort, et bien, votre misère va grandir de sorte à traverser votre lignée sur cette génération. Votre petit-fils, il est condamné comme ça. Tous ceux qui vous ont souhaité peu de travail, beaucoup d'argent, ils ne vous ont pas révélé toutes leurs intentions. Car soit ils veulent agrandir leur cercle d'escrocs et de caïmans, soit ils veulent vous apporter du sacromie, c'est-à-dire payer à la prison. Giflez tous ceux qui vous souhaitent beaucoup d'enfants car ils ne vous aiment pas. Si vous êtes courageux, infatigable, travailleur, audacieux, endurant, si vous êtes costaud psychologiquement, alors soyez les bienvenus en 2016. Nous sommes à l'homme du Grand Baobab et il n'y a pas de place pour les faibles, ni pour les paresseux. Et c'est ça qui est génial. Génial chromosome. Alors, docteur Corvi, vous avez ri à gorge déployée à l'écoute de chromosome. Votre réaction avant d'écouter quelques questions, une ou deux questions d'actualité qui vous seront posées par Sénalé Aglago. Au fait, il a raison, chromosome, vous l'avez appelé. En réalité, j'aime pas cette litanie de heureuses années. Mais après un mois, on se rend compte que rien ne s'est passé. C'est pour ça, moi, je m'énerve contre ceux qui sont là. À me casser les oreilles, à dire heureuses années. On vous gaspille du temps et du crédit à vous souhaiter des vœux qui ne vont jamais se réaliser. Il faut agir. La foi, c'est croire et agir. Il y a un nombre qui croient que pas sur le président, à la fin de l'année, vous n'allez pas le faire. Oh, je ne vais pas m'adresser au peuple. Bon, m'adresser au peuple, oui, mais en leur demandant de redoubler d'efforts. S'ils travaillaient 24 heures, qu'ils travaillent 25 heures désormais. Il n'y a pas 25 heures. Ah ben, il faut entrer dans le jour qui suit. Oui, une question déjà. Qu'est-ce que vous dites du message du chef de l'État Boni Yayi? J'avoue que j'ai été invité au Burkina par les nouvelles autorités dont je n'étais pas ici, je ne l'ai pas écouté. Mais je connais un peu le président Yayi Boni dans la structuration de sa pensée. Et donc? Bon, il a promis beaucoup de choses certainement. Mais il s'est excusé. Il a remercié des gens. Il s'est excusé. Il a même demandé pardon. Mais voici quelqu'un qui évolue. Mais s'il s'est excusé, il faudrait alors qu'il ramène son candidat. La seule façon pour le président Yayi Boni de s'excuser, c'est de ne pas s'immiscer dans la politique, en tout cas dans le processus électoral. Parce que c'est de l'hypocrisie ça. S'il s'excuse, il doit laisser, comme Kérékou l'a laissé faire. Et ma foi, il y a eu un débat et des joutes vraiment libres et lui il a gagné. Je vais vous dire une chose. Attendez, j'étais le 26 à Djougou. Quand notre coucou est venu faire un mauvais atterrissage. Ah bon, ok, appelez-le comme ça. Est venu faire non, docteur. Ah, ok, d'accord, hélicoptère. Est venu faire un mauvais atterrissage. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il devait atterrir à la gendarmerie.
Subitement, le blanc qui ne connaît pas Djougou a vu un terrain de football, a vu de la verdure, a cru que c'était de l'herbe, il a voulu atterrir, or c'est des gazons synthétiques. C'est à la dernière seconde qu'il voit la qualité de fait de ce qu'il appelait gazon. Il décide de recoller à 1 mètre du sol. Et la portance ne pouvait pas. En voulant tourner, l'arrière a cogné le mur de 1 mètre. On n'a pas de mur au Bénin qui fasse 1 mètre. Donc il était à 1 mètre. On dit qu'il y a eu un mauvais atterrissage, on parle de crash, crash, crash. Ce n'est pas un crash. Et le coucou s'est retrouvé à Djougou. C'est-à-dire accident, docteur. C'est pas un accident, c'est un mauvais atterrissage. Voilà. C'était là. Moi, vous avez devant vous une plaquette, d'ailleurs vous voyez le baobab sur la plaquette, vous Oui. prenez juste la plaquette. Il y a 2 questions pour vous. Vous allez répondre à ces 2 questions en 1 minute. C'est Oui. un exercice. Tournez la plaquette. Oui, mais avant de répondre, je voudrais répondre à la question qui a été posée au colonel Atani. Il ne faut pas qu'on oublie l'éducation. Allez-y. Ceci me tient à cœur. Fils d'enseignant, moi, psychologue qui enseigne aussi. En réalité, le problème de notre pays, c'est que nous n'enseignons pas en partant de notre culture, de notre réalité. Nous sommes tous catholiques, c'est faux, nous sommes des hypocrites. Quand on a des produits pour l'homme, on va couper 3 au dos, couper 3 au front. Allons dans notre culture. L'éducation du Béninois doit se baser sur sa culture, sur son environnement, sur sa sociologie, sa psychologie et son histoire. Donc je vais faire effectivement un système éducatif où ce n'est pas le président qui impose tout, le peuple doit se réunir avec les éducateurs, avec les anciens, et bien avec même nos sages pour dire quel type de Bénin on veut pour demain. Voilà le type d'éducation qu'il faut. Si on ne parle pas de cela, ou encore c'est le président qui doit venir dire non, j'ai tel système éducatif, c'est un menteur, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ensemble que les Béninois doivent construire quel est le Béninois type que nous voulons pour demain. Nous allons, Dr Corvi, répondre maintenant aux 2 questions qui sont sur la plaquette à l'ombre du grand baobab. Oui, tournez juste la plaquette, c'est sûr. Voilà, exactement. Première question. Alors, qu'est-ce qu'un bon président de la République? Je suis en train de dire que c'est Corvi Bertin. Bon, maintenant, soyons sérieux. Oui. Un bon président de la République doit être un serviteur. Il doit comprendre que le pouvoir n'est utile que quand ça sert les autres. Quand il en use très peu. Parce que vouloir... Qu'est-ce qui nous a tués ces 10 dernières années? Ce n'est pas notre constitution, c'est parce que le président a décidé d'appliquer tout ce que la Constitution lui donne comme droit. Et voilà pourquoi on a des petits problèmes. Être un bon serviteur. Être un bon serviteur. Deuxième question. Le code, donner un article du code électoral. J'irai plutôt dans l'article, bon, je n'ai pas le nom de l'article, mais je vais quand même vous donner la disposition. L'article qui m'a plu, c'est l'article qui dit il faut avoir déjà 40 ans révolu au jour où on dépose le dossier. Et celui-là, je le connais par cœur. Parce qu'ils ont failli amener notre cour constitutionnelle a fait une erreur, alors que la Cour n'a jamais dit que c'était révolu. Des communicateurs mal inspirés, parce que c'est mon métier, la communication. On peut vous faire dire ce qu'on n'a pas, ce que vous n'avez pas dit. La Cour n'a jamais modifié ce code-là, mais d'autres ont laissé croire que des enfants qui sont encore biberons avaient le droit d'être candidats. Ils n'ont pas 40 ans. J'ai 45 ans, donc je n'ai pas ce problème. Ne pas avoir 40 ans ne veut pas dire qu'on est au biberon. Alors, docteur Corvi, nous allons boucler. Vous avez dû rencontrer Virus avant de monter en studio pour cette émission-là. C'est celui qui m'a le plus marqué, parce qu'il m'a amené, c'est-à-dire m'a sorti de mon gond. On va écouter ce que vous avez confié à Virus. J'espère que je n'ai pas dit des bêtises. Une fois encore, bonjour, heureuse année, santé, prospérité, tous les bontés. Je vous souhaite les moyens. Dans la rubrique Zigzag, je reçois aujourd'hui un candidat pas comme les autres. Je vais vous laisser se présenter lui-même. Monsieur le candidat, bonjour. Bonjour, Virus. Je suis Bertin Korovi et mon petit nom à la maison c'est Sek Bouwe. Nous sommes Bouwe, je suis né le 8 novembre 1970 à Tokpa Domé, commune de Pomassé. Je suis Kouidat, je suis psychologue de formation, psychologue de la communication. Je suis économiste fondamentaliste. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les agrégats. Avec toute la chance que vous avez eu étant conseiller de beaucoup de présidents, vous ne pouvez pas garder votre argent là pour faire autre chose que de devenir président dans ce pays, parce que le Bénin c'est un pays compliqué. Très bien. En réalité, c'est parce que j'ai décidé d'être président que j'ai fait le parcours d'être conseiller pour comprendre justement comment on dirige les hommes, voir pourquoi beaucoup de présidents ont échoué. Ok. Sur quelle base pensez-vous être président? Parce qu'on sait déjà qui sera président. Vous me faites rire et vous avez raison. Parce que c'est moi qui suis justement le président en 2016. Le 6 avril, regardez-moi très bien, Bertin Corvi Seboweti Lokwazangon. Je suis le prochain président. Vous avez eu raison de vous en rendre compte. Pour être président dans ce beau pays qui est le Bénin, il faut avoir vraiment les moyens. Est-ce que, à votre temps d'être conseiller, au temps où vous étiez conseiller de plusieurs chefs d'État, vous avez eu à marquer beaucoup d'argent pour venir gaspiller
pour devenir président plus tard? Très bien, ça fait depuis le 1er mars que j'ai annoncé ma candidature. On ne devient pas président parce qu'on a distribué de l'argent. Ça, c'est résolu. Aujourd'hui, le prochain président sera celui qui aurait émis des idées. Si vous êtes président, est-ce que vous aurez à changer le nom de l'équipe nationale à un nom de Vaudou? Oh, c'est quoi le nom de Vaudou? En tout cas, je vais changer. Écureuil. Et ce ne sera pas Écureuil. Franchement. Parce que Bédomeno et Alia. Écureuil. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Écureuil ne porte pas une énergie qui permet de gagner. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'écureuil? L'écureuil n'a pas une force qui inquiète. Voyez-vous, j'ai pris le nom Loko Azango. Mais le Loko Kuno Tebo, Akinojeba, Akinde Bossa. On dit que Loko, non, mais ce qui fait que je gagne, le nom porte le destin que vous manifestez. Écureuil, je change ça maintenant en quoi? Je ne sais peut-être on va dire des beaux, je ne sais pas. Les 11 Vaudou, les 11 Tapata, les 11 Trédiezo. Non, pas forcément cela. Kulito. On va chercher un nom qui a une signification pour nous déjà. Est-ce que vous chantez quand vous êtes content? Absolument. Vous donnez une chanson? Anonjuro melek bonito dagbe tuero. Agbede guamanje itire. Jalono enyiwea. Tonando do dagbe towe. Il y en aura qui ne seront pas d'accord. Mais ils seront 45% parce que je gagne ces élections à 55%. Vous avez combien de femmes et combien d'enfants? Pour le moment, j'ai une seule femme. Mais c'est bizarre depuis que je suis candidat, toutes les femmes me disent tu me plais, donc je fais attention. Je ne sais pas encore si je vais en prendre une autre. Mais pour le moment, j'en ai qu'une. J'ai 3 ans. Madame, monsieur, vous pouvez le constater avec moi que ce candidat est vraiment différent des autres candidats et son langage est direct. Sacré virus, c'était donc le zigzag de virus. Docteur Bertin Corvi, regrettez-vous vos propos? Non, absolument pas. Dans ma vie, je ne regrette rien. J'assume toujours mes erreurs pour pouvoir justement ne pas les refaire. Regretter, je ne regrette pas. Mais je les assume. En plus, il n'a rien dit qui ne soit pas, qui soit décalé, hein, parce qu'il m'a même permis de sortir ma nature au fait, parce que j'aime bien m'amuser. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission à l'ombre du Grand Baobab. Quelles sont vos impressions? Ben, je suis vraiment heureux et il y a une seule chose qui me réjouit, c'est parce que je me suis imposé moi-même de octobre au 9 décembre le silence. Parce que quand d'autres sont venus dans l'arène, je me suis dit, moi qui ai commencé le 1er mars, il fallait leur laisser la chance de s'exprimer. Durant 11 jours, ils n'ont rien dit. Et quand je suis revenu, ils n'ont plus rien à dire. Donc maintenant que j'ai pris la parole, ils n'ont plus rien à dire. Ils viendront peut-être ressasser ce que j'ai dit ici, écoutez-les bien, ils répéteront ce que j'ai dit. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Corvi. Vous êtes psychologue de la communication économiste fondamentaliste. Ce qui est plus important pour nous, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, c'est un Iroko que nous avons reçu aujourd'hui à l'ombre du Grand Baobab. Sénat Léa Glago, merci beaucoup. Merci également à vous, Fortune Moudefa. Merci également à ce candidat-là. On s'est bien amusé. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe de la réalisation de cette émission. Merci à toutes et à tous. Et à dimanche prochain. Alliance Iroko 2016.